Alors, très bien, je vais demander si on peut passer à la slide numéro 5, qui en fait va vous présenter assez rapidement l'habilitation de service public, qui en fait est ce que l'on appelle un SIEG, c'est-à-dire un service d'intérêt économique général. C'est un service de nature économique soumis à des obligations de service public avec une mission particulière d'intérêt général. Et cela définit la conduite d'action d'insertion et de formation professionnelle. Ça a été défini en droit français en 2014, mais c'est issu effectivement d'une traduction du droit européen à l'intérieur du droit français. Nous avons exactement les mêmes exigences de mission d'intérêt général et d'obligation de service public dans l'habilitation de service public que dans le SIEG, et cela fonctionne sur le principe d'une juste compensation financière qui sera évidemment un petit peu plus détaillée ci-après. Les obligations de service public, donc c'est la slide suivante. Les obligations de service public peuvent se résumer, on va les donner en 4 grandes lignes en ce qui concerne l'habilitation de service public. C'est l'accès universel à l'égalité, donc sur les lieux de formation, les usagers éligibles, les savoirs de base. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon, on y serait encore ce soir. La continuité de service public, c'est le principe qu'il n'y ait aucune interruption de plus de 10 jours, qu'il y ait des astreintes lors des fermetures, ainsi que l'accompagnement dans l'adaptation et l'adaptation des parcours. La qualité et l'adaptabilité du service, ainsi que l'accessibilité tarifaire, qui sont des notions que je pense que vous connaissez tous et auxquelles vous avez tous été confrontés. Sur la slide suivante, en fait, et la thématique suivante va essayer de vous montrer un petit peu les évolutions pédagogiques qui ont pu être mises en place entre l'habilitation de service public 2020-2024, que pour certains d'entre vous, vous connaissez, et l'habilitation de service public 2025-2027. Alors, les nouvelles orientations sont notamment autour de la durée maximum de parcours par stagiaire, qui va être de 150 permanences sur la nouvelle habilitation de service public et sur 12 mois maximum. Donc, vous pouvez constater qu'il y a une suppression des prolongations et du renouvellement, puisqu'avant c'était 6 mois, renouvelable une fois. En ce qui concerne l'itinéraire 1, qui est écrire, compter, lire, apprendre, que nous avons appelé éclat, a été, par rapport à la précédente habilitation, extrait la découverte et sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique, qui a été enlevé pour faire l'objet d'un itinéraire spécifique qui sera l'itinéraire 3. Je vous propose de passer à la slide suivante. Sur l'itinéraire 2, qui va concerner le français langue étrangère. Donc, pareil, au niveau de la durée maximum de parcours, vous notez les différentes évolutions, notamment les 12 mois maximum. Je rappelle cependant que la durée peut être portée à 15 avec 3 mois d'interruption maximum. Donc, le français langue étrangère fait l'objet de cet itinéraire de manière spécifique. Et il concerne les différents degrés de maîtrise qui sont visés. C'est le A1, le A2, le B1, le cadre européen de référence. Donc, vous êtes tous habitués à la définition du FLE, donc je ne vais pas revenir de manière plus approfondie sur cet espace-là. Si vous avez des questions, vous pourrez évidemment, à l'issue de cette thématique, nous en faire parvenir, soit par écrit, et on essaiera d'y répondre de manière plus précise. En ce qui concerne la slide suivante, qui est en fait le passage du parcours 3 à l'itinéraire 3, donc qui concerne l'aspect numérique. Donc, nous sommes sur une durée maximum de 80 permanences, soit 240 heures sur 12 mois, toujours maximum, avec toujours cette suppression des prolongations. En ce qui concerne le numérique, vous remarquerez que par rapport à la palette des savoirs qui incluait le numérique, cette palette des savoirs incluait la remise à niveau et les langues étrangères qui ont été extraites pour justement faire partie d'un itinéraire spécifique qui sera la slide suivante, qui sera l'itinéraire 4. Cet itinéraire spécifique que nous avons nommé Passerelle est un itinéraire qui comprend 2 modules, un module d'apprentissage d'une langue étrangère et un module de remise à niveau en français et en mathématiques qui ont donc été extraits de l'ancienne parcours 3. La durée maximum de chaque module, c'est 50 permanences, 150 heures sur 6 mois maximum par module. Et là encore, nous avons une suppression des prolongations possibles puisque les durées ont été augmentées. En ce qui concerne le complément des itinéraires de formation, donc
pour l'ensemble des 4 itinéraires, et c'est un point qui est assez essentiel, vous avez un accompagnement socio-professionnel générique pour tous les stagiaires. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, vous avez un accompagnement socio-professionnel renforcé en fonction des besoins des stagiaires. Et comme son nom l'indique, et vous le trouvez dans l'annexe 5 des conventions que vous avez signées, hein, sur l'annexe 5 qui est absolument totalement dédiée à l'accompagnement socio-professionnel générique et à l'accompagnement socio-professionnel renforcé, vous avez tous les éléments qui vous permettront d'apprécier véritablement ce qui est attendu par la région sur ces accompagnements. Également, vous avez la partie sensibilisation néo-terrain et également sensibilisation aux autres priorités régionales, donc valeurs citoyennes, prévention des violences, le numérique responsable, la protection des données, mais également la cybersécurité. En fait, vous allez trouver ces sensibilisations à l'article 5.8 et à l'annexe 6 de la Convention cadre. Je précise que la traçabilité de ces actions, parce que nous avons eu quelques questions qui ont porté sur ce sujet, est en fait à la charge de l'organisme, c'est-à-dire c'est à vous de mettre en place les outils qui vous permettront de préciser quel parcours et quelles sont les sensibilisations qui ont été suivies par vos stagiaires. Également, vous n'avez pas de permanences qui sont dédiées à la réalisation de ces sensibilisations, mais c'est inclus à l'intérieur des permanences habituelles de manière comme un enseignement pédagogique supplémentaire. Et vous n'avez pas de durée imposée. Donc, vous êtes assez libre tout en étant respectueux du cadre de commande qui vous a été passé. Ensuite, je vous propose d'envisager le cadre contractuel, les conventions cadres et subséquentes. Et pour cette partie-là, je vais passer la parole à ma collègue Sophie Diojo. Alors, il me semble qu'on pouvait déjà poser des questions. Oui. Ah, peut-être, oui, effectivement. Oui, il y a une question. Alors, allons-y. Y a-t-il fongibilité entre les deux modules de l'itinéraire 4? Alors, il n'y a pas de fongibilité entre les deux modules de l'itinéraire 4. En revanche, vous avez possibilité, si vous avez un formateur qui est compétent sur les deux modules, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'apprentissage de la langue que de la remise à niveau en français et mathématiques, vous pouvez lui demander. Par contre, vous pouvez faire une prise en charge totale du groupe. Mais il n'y a pas de fongibilité à proprement parler entre les deux modules. Il y a une autre question, c'est sur l'itinéraire 4, je lis la durée maximum de 12 mois dans l'accord cadre au lieu de 6 mois. Tu peux répéter la question, je voudrais bien. Alors, apparemment, dans l'accord cadre, sur l'itinéraire 4, il y a marqué 12 mois et maximal et non pas 6 mois. Alors, en fait, l'itinéraire 4 comprend deux modules. Chaque module, c'est 6 mois maximum par module. Donc, effectivement, quand on additionne les deux modules, on est sur une durée de 12 mois. Mais chaque module étant éventuellement l'un à la suite de l'autre. Est-ce que sur ce premier volet… Voilà, il n'y a plus d'autres questions. Il y a une main levée, je vois, mais est-ce que… Alors, c'est Madame Vallée, si je me trompe. Est-ce que vous préférez que j'écrive ma question dans le chat? Oui. Ok. Normalement, oui, c'est parce qu'on a la traçabilité, mais vous pouvez aussi la poser. Après, allez-y, posez Je vais la poser en direct et puis je l'écrirai dans le chat. Oui, oui. Est-ce que sur l'itinéraire 4, on est d'accord que si on n'a pas de formateur polycompétent, on peut faire répartir sur le module numéro 1 de remise à niveau en français maths, on peut considérer qu'on alloue 25 permanences au français et 25 permanences aux mathématiques, en sachant qu'un usager peut suivre les deux matières et donc avoir ses 50 permanences maximum. Oui, l'organisation à l'intérieur du module, c'est vous qui en êtes responsable. C'est vous, dans le positionnement pédagogique, qui allez décider ce qui est valable, le plus valable et le plus adapté à l'intérêt du stagiaire, à l'intérieur du module, hein, je précise. Oui, mais quand même, il faut que si vous avez un autre stagiaire qui a besoin de 50 permanences en mathématiques, il faut qu'il puisse aussi les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Oui, C'est-à-dire que là, si vous avez quelqu'un qui a besoin que de 25 permanences, vous les faites. Mais si vous avez en mathématiques qui fait 25 permanences, mais si vous avez un autre stagiaire qui a besoin des 50 permanences, il faut qu'il les fasse. Enfin, il faut les mettre en place pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? tout à fait. Cet itinéraire 4 est compliqué à mettre en œuvre pour nous, puisque lorsqu'on n'a pas de formateur qui soit capable d'intervenir en français et en mathématiques, effectivement, on a prévu 50 permanences pour le module. Pour autant, on ne sait pas comment forcément régler cette problématique-là. J'entends ce que vous dites. C'est un itinéraire qui va être assez complexe à mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne l'itinéraire 4, effectivement, on ressent une certaine difficulté dans cette mise en œuvre, comme vous venez de le souligner. Pour l'instant, les choses ont été écrites et proposées de façon claire, hein, cette absence de fongibilité, cette nécessité d'organiser les deux modules à l'intérieur d'un itinéraire, avec les règles générales de l'itinéraire qui s'appliquent. Cela dit, nous vous invitons, au fur et à mesure des constats que vous faites, à nous faire passer vos interrogations, parce que voilà, de façon, on est dans un travail d'esprit d'amélioration, donc on écoutera ce que vous avez à dire. Je crois que dans l'ordre, il y a une question J'ai de d'autres questions, oui. Madame André. Pour compléter ce que disait David, là, vous nous envoyez peut-être votre situation, madame, et puis par mail sur l'adresse qu'on vous donnera en fin de réunion, et de vous recontacter pour faire le point avec vous sur cette situation particulière. D'accord. Je vais revoir avec les coordonnateurs la planification qui a été faite et je reviens vers vous. Oui, merci. J'avais une autre question. Si on fait un premier parcours de 300 heures sur le FLE, peut-on prolonger si les objectifs ne sont pas atteints dans la limite de 12 mois et 450 heures maximum? La réponse est oui. C'est 150 permanences, donc 450 heures de formation maximum sur les 12 mois. Donc voilà. C'est ça. Il y avait Madame Après, il y en avait une autre. Ouais. Je crois. Est-ce que les demandeurs d'asile peuvent intégrer l'HSP? Alors, quelqu'un veut répondre ou je réponds? Vas-y, David. Alors, en fait, pour intégrer l'HSP, il faut une autorisation de travail et un numéro NIR qui soit pas un numéro provisoire. Donc, à partir du moment où ils sont bénéficiaires d'une autorisation de travail, alors je n'ai pas en tête exactement dans quelles conditions juridiques ils peuvent l'être, mais autrement, il n'y a pas de règles négatives, si vous voulez, à partir du moment où ils sont en mesure d'avoir une autorisation de travail sur le territoire de la République. Et un numéro de sécurité, un numéro NIR qui leur permette de bénéficier éventuellement de la protection sociale. J'ai une autre question. Un apprenant ne peut pas suivre de l'anglais et alors ça bouge tout le temps. Et une remise à niveau. Et de la remise à niveau de français. La réponse est pourquoi? Je ne peux pas. Un apprenant peut suivre de l'anglais et une remise à niveau si besoin. Après, il y a un certain nombre de questions précises comme ça sur lesquelles il est possible de nous les faire passer par écrit. On répond assez rapidement en règle générale, et ce qui nous permet d'avoir aussi un peu de recul sur la réponse, parce que c'est des questions assez spécifiques, assez techniques, hein, qui sont un petit peu exceptionnelles. Là, on essaie d'avoir une dimension un peu généraliste. Donc, n'hésitez pas, par contre, aussi à profiter de notre... Vous aurez les coordonnées en fin de webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter sur l'équipe HSP Socle. Oui, parce qu'après, on va avoir droit au cours OFI. Tu peux peut-être préciser par rapport à l'OFI, parce que Madame Cécile Meple voudrait... Effectivement, hein, tout ce qui concerne l'HSP, en fait, par rapport à l'OFI, l'HSP est subsidiaire par rapport à l'OFI. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vérifier que les personnes
éventuellement ont réalisé les parcours OFI avant de devoir intégrer l'HSP, de façon à ce que la personne qui est sur l'habilitation de service public socle ne voit pas son parcours interrompu par une nécessité, notamment une nécessité de parcours OFI, parce qu'il y aura une obligation d'arrêt, et ils sont obligés d'aller suivre le parcours OFI pour la... Et donc, il faut faire attention à ça de façon à ce que vous soyez, afin de garantir la continuité du parcours de votre stagiaire. Après, il y avait une question, est-ce qu'un NIA est possible? C'est quoi? Des numéros provisoires, non? Non, ce n'est pas possible. C'est pas- Si c'est le numéro provisoire de sécurité sociale, ce n'est pas possible. Ça, Il faut c'est le un NIR, numéro absolument. provisoire. Non. Numéro Dans EOS, provisoire il ne faut n'est pas inscrire des acceptable. numéros provisoires. En fait, pourquoi est-ce qu'on impose ça? C'est parce que la région, elle est soumise à l'application du Code du travail et que l'action de formation que la région finance sont en application de ce code-là et qu'on nous impose l'obligation de travail et l'obligation d'avoir un numéro de sécurité sociale définitif. Et c'est par ce numéro-là que ça remonte aussi dans les plateformes nationales d'Agora. Et en lien avec ça, je vois qu'il y a une question qui demandait si c'était nouveau le sujet des demandeurs d'asile. Non, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas. Après, nous, ce n'est pas nous qui recevons les prescriptions et qui sélectionnons. Donc, si vous avez été confronté à cette situation, voilà, nous, on vous rappelle que ne peuvent être accueillies que les personnes en situation régulière sur le dispositif. Autre question, comment peut-on faire coïncider le point d'entrée par trimestre et un parcours sur 6 mois pour l'itinéraire 4? David, vous avez vu cette question? Tu peux répéter, s'il te plaît? Comment peut-on faire coïncider un point d'entrée par trimestre et un parcours sur 6 mois dans l'itinéraire 4? Après, pour moi, le parcours, c'est pas forcément la programmation que vous allez avoir, c'est toute l'année. C'est toute pas, l'année, c'est pas en lien avec le parcours du stagiaire. Non, ce n'est pas en lien avec un itinéraire. Le stagiaire, lui, il a 6 mois pour faire son parcours, quelle que soit la date qu'il rentre. Mais Oui. ils ne vont pas tous rentrer à la même date. C'est ça, il y a des stagiaires qui peuvent cohabiter à des stades différents de leur parcours. En fait, vous avez une obligation d'un point d'entrée par trimestre avec un minimum de stagiaires sur ce point d'entrée. Donc, les itinéraires 2, 3 et 4, c'est 4 stagiaires minimum. L'itinéraire 1, c'est 2 stagiaires. Mais vous pouvez, par exemple, ça n'a rien à voir avec les 6 mois, en fait, puisque vous pouvez très bien faire un module, un itinéraire 4 avec personnes au 15 février, 4 personnes au 15 mai, enfin bon, 4 stagiaires. Alors, c'est vraiment le minimum, hein, mais ce n'est pas lié aux 6 mois par stagiaire, en fait. Autre question, comment se passent les prescriptions par module et itinéraire sur l'itinéraire 4 EOS et donc Cap Métier détaille-t-il le nombre de permanences libres? Ça va être vu après et ça rejoint la question du dessus en termes de visibilité pour les prescripteurs qui ont programmé des sessions remises à niveau d'un côté, des sessions d'anglais de l'autre. Alors normalement, dans Cap Métier, vous avez la possibilité d'inscrire des informations. C'est ce qui se passait sur le parcours 3 de l'ancienne HSP. En fait, apparaîtront dans Cap Métier le nom des itinéraires. Et après, effectivement, chaque organisme peut préciser que l'objectif de ce point d'entrée est centré sur de l'anglais ou de la remise à niveau. Bien. Oui, coucou Laurence, c'est Ivana. Écoute, je te téléphone parce que j'ai une petite question concernant les actions préparatoires et métiers du bâtiment. S'il vous plaît. On a un petit souci. Le micro. Les micros, s'il vous plaît. C'est bon.
Il y avait Mme Vallée qui avait la main levée, même si on peut faire un peu d'encouragement. Oui, pardon, c'est le réflexe de lever la main, mais maintenant que j'ai la parole, j'en profite pour la garder. Vous avez évoqué les points d'entrée par trimestre. Serait-il possible de clarifier la notion de trimestre? Est-ce un point d'entrée date à date, 3 mois plus tard, 3 mois après le premier point d'entrée, ou est-ce un point d'entrée sur la durée d'un trimestre? C'est-à-dire que concrètement, on peut très bien avoir un point d'entrée en janvier et un second point d'entrée, par exemple, au mois de mai, dans la mesure où mai fait partie du second trimestre. Très important pour nos planifications. Pour moi, à la fin de l'année, on doit avoir 4 points d'entrée, chacun dans un semestre différent. Dans un trimestre différent. Donc, en fait, effectivement, vous pouvez avoir mars et avril comme point d'entrée. Mais on peut très bien aussi avoir janvier, mai, septembre et octobre, par exemple. Oui. Oui, tant que vous avez effectivement un point d'entrée par trimestre, quelle que soit la date à l'intérieur de ce trimestre. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions liées à Oui, l'eau. il y a énormément de questions sur l'OFI. On va essayer de rassembler peut-être en une ou deux questions. Que fait-on des personnes qui auraient pu avoir des droits OFI et qui n'ont pas pu suivre la formation OFI? Alors, le principe de la convention cadre, c'est le principe d'une subsidiarité, encore une fois, de l'habilitation de service public par rapport à l'OFI. Après, ça va. Cette subsidiarité, elle est complémentaire, c'est-à-dire que, alors, je parle sous l'autorité de ma hiérarchie, mais cette interprétation de la convention cadre, elle est complémentaire, elle vient en appui. L'idée, c'est d'avoir des parcours qui sont organisés aussi en partenariat avec l'OFI et de ne pas interrompre autant que faire se peut le parcours du stagiaire. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque vous avez un stagiaire, notamment dans certaines zones où l'OFI n'est pas forcément suffisamment présente, vous ne pouvez pas éventuellement commencer un parcours avec votre stagiaire ou le faire patienter trop longtemps et le mettre en stand-by trop longtemps. Après, c'est aussi une question de juger par rapport à la situation du stagiaire auquel vous êtes confronté et à la situation vis-à-vis de l'OFI. Alors, on va peut-être rappeler quelques règles de fonctionnement. En fait, on a prévu, alors David l'a dit en début de réunion, on a prévu de faire une séance de questions après chaque thématique. Donc, on commence à voir apparaître des questions qui concernent des sujets qu'on va voir après. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de stopper là les réponses aux questions, de poursuivre et de renouveler vos questions au moment où elles vont arriver, si vous n'avez pas, où le sujet va être abordé, si vous n'avez pas eu la réponse dans le diaporama qui vous sera présenté. Peut-être on l'annonce aussi en avance de phase, mais donc on enverra le PowerPoint après, et surtout dans les semaines qui viennent, on va mettre en place un système de questions-réponses. Donc il y aura aussi, et puis de toute façon, les collègues sont à disposition pour répondre à des questions. Mais là, c'est vrai que comme on avait demandé à ce qu'un certain nombre de questions soient posées par avance, on voit en apparaître beaucoup qui n'avaient pas été abordées. Donc on donnera des éléments complémentaires, mais peut-être pas forcément tout aujourd'hui. Merci pour votre compréhension. Si on poursuit sur le cadre contractuel et les conventions cadres, donc je vais passer assez rapidement. Ça n'a pas évolué depuis l'HFP précédent. Donc, on a encore deux types de conventions. On a la convention cadre qui est signée par l'ensemble des membres du groupement pour la durée du mandat. Elle fixe les attendus et les modalités pédagogiques et financières des organismes pour la durée du mandat. Et elle fixe les responsabilités de chacun, région et partenaires. Elle fixe aussi deux choses importantes, le nombre de mi-journées groupes de formation qui doivent être réalisés au maximum sur la durée du mandat et le montant global de prévisionnel de compensation pour les 3 ans du mandat. Cette convention cadre qui est donc signée par la région et l'ensemble des membres du groupement, elle se décline en des conventions subséquentes annuelles.
On a une convention par organisme membre du groupement et de la convention cadre. Elle est reconduite annuellement et cette convention, elle fixe notamment les modalités de paiement des acomptes et du solde de compensation de cette convention annuelle et elle fixe aussi le nombre de permanences maximum à mettre en place par organisme en fonction des 4 itinéraires et sur l'année en cours, l'année concernée. Donc, sur la diapo suivante, c'est un petit résumé de ce que je viens de dire qui est mis sous forme de schéma. Voilà, donc une convention cadre pour la durée de 3 ans, les conventions subséquentes, et puis une convention subséquente par année par organisme membre du groupement. Si vous êtes titulaire si vous êtes membre de plusieurs groupements, vous aurez autant de conventions subséquentes que vous aurez d'années et que vous aurez de conventions cadres. D'accord? Ok. David? Oui, alors les caractéristiques essentielles de l'HSP-SOC, donc vous avez une durée initiale de la convention qui est de 3 ans, avec une reconduction, prolongation possible jusqu'en 2028. Le nombre de lieux minimum commandés, c'est équivalent à 626. Le nombre de sessions proposées, ça a été 630 sur environ 169 sites différents. Le nombre total de permanences en demi-journée de 3 heures commandées de 89 066 par an. Au niveau des publics cibles, c'est la définition que vous retrouvez dans la convention cadre, hein, ce sont les personnes en recherche d'emploi de plus de 16 ans pouvant travailler en milieu ordinaire et rencontrant des difficultés d'insertion et ou d'apprentissage, et les salariés en insertion par l'activité économique avec des spécificités pour les itinéraires de formation sur l'illettrisme et le français langue étrangère. Sur la diapositive suivante, vous avez les itinéraires qui sont définis à l'article 5.7 de la Convention cadre et vous allez retrouver donc un accès sans condition à l'habilitation de service public avec un parcours individualisé qui prend en compte les acquis et les besoins spécifiques des personnes, un accompagnement socio-professionnel, on en a parlé tout à l'heure, générique et ou renforcé adapté aux besoins de chaque stagiaire, un service de restauration ouvert à tous les usagers sous condition d'une demi-journée complète de formation, c'est-à-dire sous condition de 2 permanences. Une absence de stage en entreprise, elle n'est pas interdite, mais elle reste à la charge et à l'organisation de l'organisme de formation s'il en a envie, Et une sensibilisation obligatoire aux priorités régionales, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Néoterra, l'égalité, discrimination et le numérique. Donc, ces 4 itinéraires, vous avez sur notre petite diapositive le rappel de l'itinéraire 1, 2, 3 et 4 que vous retrouvez également dans la diapositive précédente. En ce qui concerne la gestion des entrées en formation et des ouvertures de sessions, alors un rappel, on retrouve à l'article 10.3 de la Convention cadre, qui est un article un peu pivot dans le fonctionnement de l'habilitation de service public et dans lequel se trouvent beaucoup d'informations. Vous avez donc dans cet article les itinéraires qui se traduisent donc par des sessions dans les outils de gestion de la région. Une session, c'est un organisme de formation plus un itinéraire plus un lieu. Alors la spécificité de l'habilitation de service public, c'est qu'une session créée perdure sur toute la durée de la Convention cadre, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Donc 3 ans de durée initiale et la session couvre l'ensemble. Les entrées sont séquencées avec la création de points d'entrée, avec des effectifs associés et des possibilités encadrées de création de points d'entrée bis. Alors, nous vous ferons, je profite pour le mentionner dès maintenant, nous vous ferons parvenir une fiche pratique modifiée et actualisée dans les jours à venir, assez rapidement, hein, ça vous sera transmis assez vite, qui sera un explicatif sur la création des points d'entrée avec véritablement des éléments qui vont vous accompagner pour la gestion des créations des points d'entrée et aussi la création des points d'entrée bis. En ce qui concerne le rappel des minimums de stagiaires à l'entrée en formation, pour l'itinéraire 1, lorsque vous créez un point d'entrée, vous devez avoir 2 stagiaires. Et pour l'itinéraire 2, 3 et 4, c'est un minimum de 4 stagiaires à l'entrée en formation.
Le rythme d'entrée choisi peut être mensuel et trimestriel, il est laissé à votre choix. Et donc, les mandataires sont tenus d'ouvrir au minimum un point d'entrée par trimestre, par itinéraire et lieu. C'est-à-dire, ça c'est le rappel général de la règle générale, c'est un point d'entrée par trimestre, mais on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. David, je te passe la parole. À moins que. Alors, non, s'il y a des questions, on avait dit qu'à ce niveau-là, avant d'attaquer le pilotage et le suivi, on pouvait ouvrir une session de questions, comme tout à l'heure, sur ce que nous venons de dire. Alors, j'ai des questions sur les salariés peuvent-ils intégrer l'HSP? C'est un peu sur le public. Céline, je te laisse répondre, mais non. Alors, les salariés peuvent intégrer l'HSP que sur dérogation, à savoir si ils ont utilisé toutes les autres moyens de financement. Donc, il faudra faire, je crois que la convention l'indique, il faut faire une demande dérogatoire à la région. Après, juste peut-être pour rappeler, pour information, que c'est bien effectivement sur dérogation et qu'on a quand même un système où on priorise les publics les plus éloignés, que vous avez été un certain nombre à dire depuis la consultation qu'il y avait des volumétries qui avaient diminué. Donc, concentrons-nous des questions, effectivement, financement OPCO et tout. Comme le dit Céline, il faut vraiment être sûr que tous les moyens de financement ont été utilisés. Voilà. Alors, les salariés en SCAE, eux, peuvent intégrer l'HSP. Oui. Oui, sur ce point, si je puis me permettre, parce que nos collègues de l'adresse sont présents, hein, puisqu'on y viendra tout à l'heure, Sophie le dira, cette HSP est cofinancée avec les fonds du pacte et le public SIAE est un public prioritaire. Donc oui, ils y ont bien accès. Et si les financements OPCO ne sont pas possibles aussi, ils auront accès. Après, il y a plusieurs questions autour des points d'entrée, de si on n'atteint pas l'objectif. Par exemple, il y a un point d'entrée, qu'est-ce que c'était? Pour un point d'entrée 10, peut-on proposer un effectif moindre, je suppose, que le minimum? Oui, c'est même. Par contre, il faut bien indiquer dans la session sur EOS que le point d'entrée supplémentaire que vous mettez avec un effectif inférieur au minimum autorisé est bien un point d'entrée bis rattaché au point d'entrée précédent. Vous avez un petit endroit où vous pouvez mettre un commentaire, mais ça sera précisé dans la fiche technique qui vous sera transmise. Pour les points d'entrée, pour un rappel général, si vous permettez, la saisie d'un point d'entrée se fait avec un effectif associé. Le point d'entrée a une date de validité qui est en fait la date du point d'entrée elle-même. Donc, les prescriptions doivent être traitées au plus tard dans Raphaël à cette date. Une fois que la validité du point d'entrée est achevée, est finie, il n'y a plus de date de validité, vous pouvez, si votre groupe est constitué, vous avez la possibilité, ce n'est plus prescriptible, mais vous avez la possibilité, si vous voulez renforcer votre groupe, de créer un point d'entrée bis ultérieurement, de façon à renforcer le groupe existant. Ça, c'est le principe du point d'entrée bis qui va venir en appui de façon à pouvoir renforcer votre groupe existant qui aura soit subi quelques abandons, par exemple. Donc, vous pouvez, mettons, une quinzaine de jours après, positionner un point d'entrée bis et permettre l'arrivée de stagiaires sur votre groupe qui est déjà constitué. Et sinon, mais vous pouvez, si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, que votre groupe fonctionne, vous pouvez mettre un point d'entrée principal, mais ultérieurement, soit trimestriel, soit mensuel, de façon à créer un nouveau groupe. Et alors, ce point d'entrée principal, lui, devra répondre aux exigences du minimum de stagiaires à l'entrée de formation. Et pour préciser, les points d'entrée, en fait, c'est le point d'entrée en formation, point d'entrée bis, point d'entrée. Donc, faut traiter donc les prescriptions avant ce point d'entrée, sinon elles vont basculer automatiquement sur votre point d'entrée suivant. Et
Et donc, je ne comprends pas trop la question où un point d'entrée est fixé au 13, mais que la session va démarrer le 20. Alors, c'est soit vous n'avez pas eu assez de stagiaires et donc, du coup, vous pouvez recréer un point d'entrée de 20 au 20 janvier avec un nombre d'effectifs correspondant à ceux du 13, mais il n'y a pas un décalage. Voilà. Et tout ça sera expliqué dans la fiche technique qui vous sera transmise. Oui. Ouais. Alors, au hasard, je vois une question qui dit les points d'entrée sont prescriptibles à partir de quand avant celui-ci? Ben, c'est dès Dès le qu'elles jour sont de la ouvertes. mise en visibilité, voilà, dans Raphaël, jusqu'au jour du point d'entrée. Après, il y a une main levée. Je ne vois pas le nom, donc je ne sais pas. Est-ce que la main est bien levée ou pas? Oui, c'est moi, c'est M. Malocci de la Pêche de Sainte. J'avais une Oui. question concernant les salariés, parce que vous l'avez évoqué, une demande de dérogation à la région pour accueillir des salariés quand il n'y a pas d'autre financement. Est-ce que les CSP, les salariés en CSP, relèvent de la même opération, on va dire? Est-ce que si on nous oriente des salariés en CSP, on doit demander justement, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre financement, et est-ce qu'il faut qu'on demande à la région une dérogation éventuelle? Alors, je vais reprendre, parce que j'ai rouvert la convention 4 pour vous expliquer, pour reprendre l'article, c'est l'article point 2. Il est précisé que ce sont les salariés fragilisés dans leur emploi, notamment précaires, en raison de difficultés pour savoir lire, écrire, compter, qui peuvent avoir accès au dispositif sur dérogation préalable de la région. Là, la HSP actuelle, telle qu'elle a été élaborée, c'est aussi d'éviter que la région se substitue à des financeurs qui pourraient prendre en charge la formation. Donc là, la demande de dérogation, elle va s'appuyer sur votre capacité à fournir un document qui fait que ce financement n'est pas mobilisable, qu'aucun financement n'est mobilisable. En fait, c'est aussi pour vous, en tant qu'organisme, on a constaté sur les anciennes HSP socles qu'il y avait un taux de dépendance à la région qui était conséquent sur les HSP. Et c'est aussi pour pouvoir vous permettre de dégager des marges de manœuvre en vendant peut-être des prestations à d'autres opérateurs et en ayant recours à la mixité de public pour que vous puissiez recevoir ces personnes-là dans vos groupes d'HSP, mais pouvoir avoir une autre rentrée d'argent qui vous permette de dégager des excédents éventuels ou de démultiplier vos sources de financement. Donc là, c'est aussi une volonté de rester dans de la complémentarité. Donc normalement, les personnes en CSP, si elles doivent pouvoir bénéficier d'un autre financement s'il y a le nom me manque, qui a été mis en place un accompagnement social, enfin un accompagnement. Oui. Voilà. Enfin, là, c'est dans le cadre d'un licenciement économique, si je ne me trompe pas. Un PSE, un plan de sauvegarde pour l'emploi. Voilà, merci. Mais c'est un peu loin pour moi, mais de mémoire, quelqu'un qui est en CSP, pour le coup, il a perdu son statut de salarié. Il a plus son statut de salarié, mais le financement reste subsidiaire. Normalement, le financement, c'est France Travail, mais ce n'est pas interdit que la région puisse éventuellement intervenir, mais vraiment, c'est sur justification qu'il n'y a pas eu d'autres possibilités aussi de financement. Il y a des éléments sur 4 métiers. Vous trouverez une fiche sur les CSP sur 4 métiers qui explique relativement bien cette subsidiarité et les financements recherchés et proposés pour quelqu'un qui est en CSP. C'est pas l'HSP qui est prioritaire sur le financement. Après, j'ai des questions sur les points d'entrée qui posent énormément de questions. Et... Alors, qu'en est-il des 10 jours de carence entre point d'entrée et démarrage effectif? Donc, je vois cette question, je vais la saisir. En fait, au début, on avait éventuellement envisagé la mise en place d'une date limite d'inscription de 10 jours, ce qui aurait donné une durée de validité au point d'entrée de 10 jours supplémentaires. Alors, je profite
de notre intervention aujourd'hui, pour vous dire qu'on a été en face d'un empêchement technique, qu'on a donc été obligé de stopper cette mise en œuvre et que donc cette date limite d'inscription et ces 10 jours après le point d'entrée ne sont plus d'actualité, ne le seront pas. Donc, je rappelle, le point d'entrée et la date de validité du point d'entrée est égale à la date du point d'entrée. Une fois que cette date de validité est constatée, la prescription n'est plus possible. Et si vous avez besoin d'un rattrapage sur votre groupe en cours pour des raisons organisationnelles et pédagogiques, vous pouvez créer un point d'entrée bis de façon à intégrer des stagiaires. Je vais rebondir moi aussi sur une question que je vois à l'écran, hein. Quelqu'un a posé la question suivante. Dans le cas évoqué sur la mixité de public sur une permanence avec salariés, cela induit de revoir la maquette financière si ce n'était pas prévu au dépôt de la maquette initiale. Pas forcément. Il suffit juste que vous utilisiez, quand vous avez recours à la mixité de public, la clé hors stagiaire, c'est-à-dire que vous affectez à l'HSP que le temps, le temps du formateur et les autres charges au prorata du nombre de stagiaires HSP. Mais ça, je reste à votre disposition pour vous l'expliquer ultérieurement, en direct. La personne qui a posé cette question, elle vous nous contacter et on vous répondra. On travaillera avec vous, on vous accompagnera sur ce passage-là. Il y a d'autres questions, Céline, sur les points d'entrée? Oui, énormément sur les points d'entrée, mais je pense qu'on... Avec David, on peut demander s'il n'y aura pas à mettre en place un nouveau webinaire spécifiquement sur les points d'entrée. Éventuellement, oui. Mais ou une formation spécifique avec l'équipe informatique, par contre. On note qu'il y a un réel besoin sur les points d'entrée. Ce qu'on vous propose, c'est que, que la fiche technique vous sera parvenue, qu'il y ait un module de formation qui soit proposé. Module de formation, éventuellement. Si vous êtes d'accord avec ça, on s'adapte un petit peu à la demande. On n'avait pas eu de questions qui étaient remontées de manière aussi prégnante avant la préparation. Donc, on vous propose ça. On a bien noté les difficultés que vous rencontrez, où il y a beaucoup de questions. On va pas pouvoir répondre de manière très précise, mais on vous propose d'organiser un temps spécifique dans les semaines qui viennent, assez rapidement, de toute façon, une fois qu'on vous aura envoyé la nouvelle fiche technique, de manière à ce qu'on ait une réponse que vous apportez beaucoup plus adaptée que le format du webinaire aujourd'hui. Après, toutes les problématiques que vous rencontrez sur EOS, il ne faut pas hésiter à créer des tickets Aladdin. Hein, parce que derrière EOS, il y a aussi toute une équipe informatique, un service particulier qui gère EOS et qui sont plus à même de résoudre les problèmes techniques que nous, on ne maîtrise pas. Donc, on passe au pilotage et au suivi. Donc, c'est la slide suivante. Donc, ce qui est posé avec cahier des charges et des conventions en termes de pilotage et de suivi, qui correspond vraiment à un point central de collaboration entre nos équipes territoriales et puis les équipes de la direction de la formation. C'est 3 niveaux finalement, des bilans quantitatifs et qualitatifs, j'allais dire à minima annuel par itinéraire et à l'initiative de vous les mandataires, pour aborder justement les publics accueillis, les différents itinéraires, la capacité à individualiser les parcours, la satisfaction des usagers, les suites de parcours que permet l'habilitation, mais aussi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Donc, je rappelle que pour ces bilans, doit systématiquement être invitée la direction de l'action territoriale. Alors, elle ne pourra pas systématiquement se mobiliser pour être présente, mais ils doivent être invités. Et par contre, un bilan doit être systématiquement rédigé après ce bilan et transmis au service de la région. Ensuite, il y a un autre niveau qui correspond à des comités de pilotage annuels à l'échelle des lots, là qui seront organisés à l'initiative de la région, en présence de tous les acteurs qui contribuent à l'HSP Socle, pour dresser une fois par an un bilan quantitatif et qualitatif des actions réalisées. Ça permet aussi d'échanger sur des bonnes pratiques,
à développer, des difficultés qui sont rencontrées et à régler pour les mises en œuvre suivantes, et faire des ajustements comme tout comité de pilotage. Enfin, le dernier niveau correspond au comité d'usagers qui lui aussi est à l'initiative de la région, qui ne sera pas toujours organisé à l'échelle d'un lot. On peut réimaginer que ce soit fait dans certains cas à l'échelle d'un département. Ça sera vu au cas par cas. Et là, comme son nom l'indique, c'est vraiment en présence d'usagers du dispositif, et c'est pour recueillir leur avis sur la mise en œuvre de l'HSP socle. Et donc, il est attendu de votre part, mandataires et commandataires, de nous aider à organiser ces comités et de permettre la disponibilité de stagiaires pour ces temps qui sont très importants, de retour direct de l'usager sur le dispositif. Et enfin, de manière plus transversale, il est rappelé qu'en cas de difficulté ou de signalement par un ou plusieurs stagiaires de difficultés dans son parcours, nous serons amenés à vous saisir pour analyser et comprendre la situation, et qu'il sera attendu de votre part de nous apporter des éléments rapidement pour permettre aux stagiaires de suivre son parcours dans les meilleures conditions. Oui, Sophie, c'est à toi de... Un point rapide sur le budget qui est alloué par la région et l'État au titre du pacte sur cette habilitation de service public. Donc, on a un montant retenu, enfin affecté pour la période 2025-2027 de 73 750 630,02 exactement, qui sont donc des crédits région et des crédits pacte 2. Le montant pour une année, en tout cas pour l'année 2025, il est de 24 583 000 et quelques, qui correspond aux 89 066 demi-journées de formation dont a parlé David Lega tout à l'heure. Ces crédits ont été affectés à la délibération de la commission permanente du 30 septembre. En comparaison avec la HSP 2020-2024, on était sur 26 millions par an, avec une consommation d'enveloppe de 70% et des permanences de 80%. Donc, si on applique les 70% à 26 251 000, on se retrouve à 18 375 700 exactement. Donc, un tout petit peu, enfin un peu en dessous de ce qui a été affecté cette année. Et puis, en nombre de permanences, 80% des permanences, ça correspond à 80 000 permanences. Donc, aujourd'hui, on est à 89 000, donc on est à peu près dans les mêmes eaux que ce qui a été consommé globalement sur la HSP précédente, sur les années précédentes. Voilà. Dans cette convention, on a maintenu les unités d'œuvre existantes, à savoir la demi-journée groupe, ou appelée aussi permanence, qui correspond à 3 heures de formation. On ne vous entend plus, Sophie. Oui. Oui, je suis la seule ou... Non, Moi non, non plus, non, on n'entend on pas. n'entend plus la salle. On n'entend plus. Ils ont été déconnectés de la salle. Vous pouvez vous les appeler ou je le fais? Je le fais. Non, on peut le faire. On est revenu, on a une coupure. Ça y est, ça y ils est. sont revenus. Marquer du suspense, il y a une micro-coupure, je suis désolée. Donc, une unité d'œuvre, donc je le disais, de demi-journée groupe formation, donc une journée de 3 heures qui comprend le financement de la formation en face à face, l'accompagnement générique et ces 3 heures comprennent la sensibilisation et les modules transverses. Autre diapo peut-être derrière, c'est sur les modalités de paiement. Alors, sur la convention subséquente, je l'ai dit tout à l'heure, elle décrit précisément les modalités de paiement qui vont être appliquées sur la durée du mandat. La convention 2025, elle reprend exactement ces critères-là. Elles ont un peu évolué, pour ceux qui étaient déjà présents sur la HSP précédente. On a essayé de tenir compte des remarques que vous aviez formulées. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
en décembre, le mois de décembre qui précédait la publication du cahier des charges, la région avait sollicité les organismes pour leur demander leurs attentes en matière de modalités de paiement. On avait beaucoup de remarques au sujet des avances de trésorerie qui étaient compliquées. Donc, on a essayé de tenir compte de vos contraintes, hein, de ces constats. Donc, on a toujours la compte initiale de 35% en début d'année, hein, qui doit être déposé avant le 31 mars de chaque année, qui correspond à un montant d'avance, hein, d'un compte initial d'avance, hein, pour que vous puissiez démarrer l'année. Et puis, on a ajouté, pour tenir compte de vos difficultés, une avance dégressive. Si vous nous disiez, ben oui, on a une avance de 35%, mais vous la récupérez tout de suite derrière le deuxième acompte. Et donc, après, on n'a plus d'avance jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a rajouté sur les acomptes intermédiaires la possibilité d'avoir une avance dégressive. Cette avance, elle est plus importante au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, si vous déposez votre acompte intermédiaire 1 entre le 1er avril et le 30 juin, on va vous verser la différence entre l'acompte initial déjà perçu, enfin, le nombre par rapport au nombre de jours, enfin, au nombre de permanences réalisées, et on va vous rajouter une avance de 20%. Et puis, entre le 1er juillet et le 31 octobre, elle sera de 10%. Ce qu'on a rajouté aussi pour vous permettre de pouvoir avoir un acompte supplémentaire entre le dernier acompte du mois d'octobre et l'acompte lié au solde, on vous a rajouté un acompte intermédiaire possible jusqu'au 31 mars au prorata du nombre de jours réalisés sur la durée de l'année précédente, plafonné à 80%. Et on a toujours l'acompte complémentaire de 90%. Juste aussi une information, vous avez dû recevoir des mails en toute fin d'année dernière. Je vois qu'il y en a déjà qui ont déjà déposé. Toutes les demandes d'acompte initial, acompte intermédiaire ou demande de solde via l'HSP vont intégrer cette année notre dispositif dématérialisé MDNA, mes démarches en Nouvelle-Aquitaine. La région s'est engagée dans une démarche de dématérialisation. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, vous aurez noté que vous devez déposer vos demandes dans MDNA directement, ce qui vous permettra d'une part de suivre l'avancée des paiements, puisque sur un des onglets, vous allez pouvoir avoir accès à la date de paiement et la date de prise en compte du paiement par le payeur. Voilà. Attention par contre aux dates butoirs. Pour le coup là, c'est horodaté. Il y a une question, je pense que c'est par rapport à MDNA, que le site est en maintenance. Sophie, tu peux confirmer ou pas? Je vous confirme que il est en maintenance, il est ouvert normalement depuis lundi 13. Peut-être certains d'entre vous avaient eu l'information, la région a dû, dans un souci de modernisation de ses outils, a dû faire évoluer ses outils de comptabilité. Donc, on avait un outil qui s'appelait Coriolis qui était obsolète, qui vient d'être remplacé par Grand Angle. Cet outil, c'est notre outil de comptabilité qui nous permet de rendre compte et d'établir nos comptes administratifs. Il est lié forcément à cet outil MDNA puisque les paiements se font dans MDNA et remontent dans la comptabilité de la région. Le transfert des données a bien été opéré. Le MDNA est ouvert depuis lundi, mais la mise en service, elle se fait par étapes. Et aujourd'hui, on a des tests qui sont en cours sur des dossiers simples. L'HSP n'est pas un dossier simple, n'est pas un dossier standard, donc les tests vont démarrer là très très prochainement. Donc c'est pour ça peut-être que par moment, il y a encore des difficultés d'accès au site, mais normalement, par période, il est ouvert parce que je vois qu'il y a des dossiers, des demandes d'acompte initiaux qui ont été déposées. Il y en a 25 ou 26 pour l'HSP Socle déjà, je les ai vus, on a fait le point ce matin, donc ça fonctionne, mais probablement par intermittence. Je vous prie vraiment de nous excuser de cette difficulté dans ce début d'année, mais c'est pour un mieux. Oui, donc moi j'ai fait le point avec les finances entre-temps, là, donc effectivement, je confirme ce que dit Sophie. La mise en route, elle est progressive, il n'y a pas de problème, mais ça va se faire dans les jours qui viennent et donc nos finances sont très bien, comment dire, sont bien informés des priorisations et les dossiers seront traités donc au fur et à mesure, mais nous avons déjà pris place pour qu'il y ait le moins de délai possible.
Et mes équipes sont déjà en train de pré-traiter jusqu'à l'étape où elles peuvent aller vos paiements pour qu'on ne perde pas de temps le moment venu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les modalités de paiement? Non. Il y a une question sur les logos à utiliser. Logos pour les documents, je pense, de publication ou de plaquettes ou normalement, ils de sont contrats. sur le site de la région, les logos, en principe. C'est le logo de la région et éventuellement celui du Celui pacte. des- Il y a un financement pacte et région. Donc, Ouais, il n'y a pas de financement FSE, donc logo région et État. Juste peut-être aussi confirmer que pour ceux qui sont sur l'habilitation de service public, premier niveau de qualification, il y avait une tranche opérationnelle hein, qui était liée à la mobilisation du pacte. Là, la région a fait le choix sur sur l'HSP socle, de lisser et de prendre sous sa responsabilité la dégressivité du pacte, que vous ne voyez pas. C'est transparent pour vous. Je ne sais pas si Florence, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet. Ben non, rien de plus. Rien de plus. Dire qu'effectivement, on a essayé au maximum. Enfin, je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, mais effectivement, on essaie. J'ai hâte l'écho. On lisse complètement la dégressivité du pacte pour pas qu'il y ait d'effet pour vous. Oui, c'est ça, c'est important. Ça veut dire que la convention cadre, elle reste la même pour la durée, sa durée. Même si nous, côté région, on aura des recettes en moins à partir de 2026 et 2027. il y a une question, Sophie, sur les repas. La restauration, le repas est-il possible si le stagiaire a une séance de formation le matin et un entretien individuel l'après-midi? Ça, c'est des questions qui avaient déjà été posées au Ouais. moment de la publication du cahier des charges. La réponse, elle est non. Le repas, il est prévu pour une durée entière de formation, soit 6 heures, et qu'il était bien précisé que le temps d'accompagnement, ce n'est pas du temps de formation proprement dit en face à face, et ça ne fera pas 6 heures. Et après, plusieurs questions sur le délai pour la réponse des dérogations. Si plusieurs dérogations ont été demandées, c'est vrai qu'on a, voilà, il y a le temps de réponse. Les dérogations, c'est par rapport au délai de carence entre les deux HSP, je suppose que c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais, la demande de dérogation. On va attendre, on va mettre de côté votre question et puis Ouais. Il y a plusieurs, ouais, par rapport à ça. Sur ce sujet, il y a un zoom sur ce sujet-là qui va arriver dans 3-4 diapos. Donc, voilà. Alors justement, si on a terminé sur les questions, sur les aspects financiers, on peut passer au zoom et sur les points de vigilance. Alors, le premier concerne les accompagnements socio-professionnels proposés. Le rappel du principe, hein, c'est que certains usagers ont besoin, outre l'adaptation et l'individualisation du parcours, d'un accompagnement socio-professionnel personnalisé. Ces accompagnements interviennent à l'entrée, durant et à la sortie du dispositif. L'accompagnement socio-professionnel générique est intégré à la permanence. D'ailleurs, dans la traduction financière, dans la maquette, c'est l'onglet 7, charges de personnel, le bloc 1. À l'intérieur de cet accompagnement socio-professionnel générique, vous avez un diagnostic des besoins sociaux et socio-professionnels en début de parcours, un suivi et une actualisation des besoins sociaux et socio-professionnels, l'accompagnement administratif lié à la formation, l'inscription, le dossier de rémunération, le dossier d'aide sociale, etc. et les aides au retour à l'emploi. En ce qui concerne l'accompagnement socio-professionnel renforcé et justifié, lui fera l'objet d'un émargement spécifique en dehors de la permanence déclarée en heures stagiaires et en heures formateurs. Vous le trouvez dans la traduction, dans la maquette, à l'onglet 7, charges de personnel, bloc 2. Cet accompagnement renforcé va concerner notamment des sujets et des aspects comme le logement, la situation administrative, familiale, la garde d'enfants, problématiques financières, les violences intrafamiliales, éventuellement la mobilité, la santé, la lutte contre l'isolement. Ces accompagnements socio-professionnels mobilisent une prestation spécifique conduite
par un professionnel ayant l'expertise et la déontologie nécessaires pour apporter un appui et des réponses appropriées. Alors, je vous rappelle ce qu'on disait en début de séance tout à l'heure, c'est que vous allez retrouver le détail dans l'annexe 5 de la Convention cadre. Et vraiment, je vous invite à vous appuyer dessus. Les distinctions sont relativement bien mises en évidence entre l'accompagnement socio-professionnel générique et l'accompagnement renforcé. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques du public éligible au regard des itinéraires, vous le retrouvez à l'article 2 de la Convention cadre, on en a déjà fait un petit peu état tout à l'heure. Donc pour l'itinéraire 1, ce sont les personnes touchées par l'illettrisme. La définition de l'illettrisme, c'est des personnes ayant été scolarisées en France ou ayant été scolarisées en français à l'étranger, sous réserve d'attester à minima d'un niveau A2 de français à l'oral et qui n'a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonome dans les situations simples de la vie courante. Les degrés visés sont les degrés 1, 2, 3, 4 de la ANLCI. En ce qui concerne l'itinéraire 2, pour les personnes étrangères, celles ayant été scolarisées ou non dans leur pays d'origine, ayant été scolarisées en français dans leur pays d'origine, mais n'attestant pas d'un niveau A2 à l'oral. Ces personnes ne doivent pas répondre aux critères d'accès au parcours financé par l'OFII. C'est ainsi que nous en avons fait état déjà tout à l'heure. Les niveaux visés, c'est le A1, le A2, le B1 du CERCL, qui est le cadre européen commun. L'itinéraire 3, ce sont les personnes en situation d'électronisme ou souhaitant approfondir les outils bureautiques courants. Et l'itinéraire 4, ce sont les personnes souhaitant approfondir les apprentissages en langue étrangère autre que le français et en remise en niveau français mathématiques en justifiant d'un niveau supérieur au degré 4 de la LCI. Alors, concernant le zoom sur les délais de carence entre les deux HSP, d'abord, quelques rappels. Le 14 février 2024, la région a communiqué sur la nécessité de terminer les parcours engagés au 31 décembre 2024 afin de faciliter la mise en œuvre du nouveau dispositif et donc la création d'itinéraires différents, la remise en concurrence des mandataires, une nouvelle territorialisation des lots. En septembre 2024, le rappel d'un délai de carence de 6 mois entre les deux itinéraires identiques a été délivré auprès des différents mandataires et des organismes. C'est l'article 5.3 de la Convention cadre. Il est précisé que des possibilités de dérogation exceptionnelles sont possibles s'il y a une impossibilité de réaliser le parcours prévu. Suspension pour motifs médicaux, professionnels, raison assez grave, on va dire. Ces demandes doivent être transmises via la direction de l'action territoriale pour examen par l'instance collégiale régionale compétente. Cela dit, au vu du nombre important de parcours non terminés en fin d'année, et afin de ne pas pénaliser les stagiaires, des inflexions supplémentaires sont apportées sur la base des critères suivants. Et donc, il y a un assouplissement qui est proposé sur ces recours sur les délais de carence. Il faut avoir réalisé moins d'un tiers du parcours. Pas avoir effectué 2 parcours sur la précédente HSP socle, et c'est sous réserve de disponibilité sur les itinéraires 2025. Donc les dérogations sont assouplies, elles restent exceptionnelles, mais elles sont assouplies en fonction des critères que je viens de vous donner. Elles feront l'objet, effectivement, ces dérogations, elles font l'objet d'une étude et elles passent par une commission spécifiquement dédiée. Alors, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure au niveau des délais pour répondre à ces dérogations, il est difficile de vous donner comme ça un délai en termes de jours ou un délai extrêmement précis, qui répond parfaitement à votre question. Mais sachez que l'inflexion sur les éléments d'appréciation de la dérogation est relativement récente, les arbitrages sont récents, et ce qui explique peut-être que certaines réponses sur la semaine dernière ne vous sont pas encore parvenues. On peut supposer, sans trop s'engager, qu'elles seront traitées de manière urgente entre maintenant et la semaine prochaine. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Peut-être rappeler aussi, David, que la demande de dérogation est maintenue et que ah oui. Voilà, et oui. Normalement, on ne doit pas voir apparaître de prescription
de personnes qui étaient présentes sur l'ancienne HSP sans avoir eu un accord préalable de la région. Exactement. La demande de dérogation est certes assouplie dans ses conditions d'appréciation. En revanche, elle est maintenue et cela sera analysé au cas par cas. Et vous devez effectivement continuer à justifier vos demandes. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, en ce qui concerne la suspension d'un parcours, le délai est un maximum de 3 mois, donc il peut être que d'1 mois. Hein. J'ai vu une question passer tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un délai minimum? Non, pas à ma connaissance. C'est donc 3 mois maximum, ce qui fait que le parcours d'un usager ne peut pas excéder 12 mois, 15 en cas d'interruption. Le délai de carence, c'est l'article 5.3 de la Convention cadre. C'est un délai qui est de 6 mois entre la réalisation de 2 itinéraires identiques. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un itinéraire 1 et qu'il veut refaire un itinéraire 1, il devra y avoir un délai de 6 mois entre les deux. S'il y a une absence, je le rappelle parce qu'on parle beaucoup du délai de carence, mais pour éviter toute confusion, il n'y a pas de délai de carence entre les itinéraires qui sont différents. Et cela est justifié par une volonté de monter en compétence. Il n'y a pas non plus de délai de carence entre 2 dispositifs différents, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'HSP socle et qui veut aller sur une formation qualifiante sur un marché, il n'y a pas de délai de carence qui s'applique. En ce qui concerne la mixité de parcours, également traitée par l'article 5.3 de la Convention cadre, la réalisation successive et ou simultanée des itinéraires est tout à fait possible, sous réserve de positionnement pédagogique. Alors là, la balle est dans votre camp, je dirais, à ce niveau-là. Par contre, il est impossible de réaliser simultanément ou successivement les itinéraires 1 et l'itinéraire 2. Mais tous les autres schémas sont possibles. Enfin, je vous rappelle le principe de non-fongibilité des permanences entre les différents itinéraires. L'annexe 1 à la convention subséquente répartit les permanences par itinéraire en fonction du nombre d'heures maximales par itinéraire. En ce qui concerne les changements de lieu, c'est l'article 5.7 de la convention cadre. Tout changement d'adresse de formation ou de site de formation doit être porté à connaissance de la région, conformément aux stipulations de cet article. Et vous devez le faire dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès que vous savez, que vous êtes informé qu'il y a un changement de lieu, nous vous invitons à nous prévenir le plus rapidement possible. Et ensuite, vous avez donc les parties concernant la sous-traitance qui ressort de l'article 12.4 de la Convention cadre. Vous devez, en fait c'est un rappel, mais c'est obligatoire, vous devez faire accepter par la région le sous-traitant proposé. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Vous ne pouvez pas décider de travailler un sous-traitant sans que la région ait préalablement accepté et agréé votre sous-traitant. La durée de la sous-traitance doit être précisée en nombre de mois. Elle peut être annuelle ou portée sur toute la durée de la convention cadre. Enfin, le mandataire détient la charge des actes réalisés par son sous-traitant. Il doit en assurer lui-même la bonne saisie sous EOS et transmettre tous les documents demandés relatifs aux missions sous-traitées. Ce point est important parce que le sous-traitant n'a pas accès à EOS. C'est à vous de vous assurer de la bonne information et de la bonne saisie d'EOS. Très rappelé sur la sous-traitance que la sous-traitance, le déroulé de la formation reste sous la responsabilité du titulaire de la convention subséquente. C'est pour ça qu'il n'a pas accès à EOS et on ne paye pas directement le sous-traitant. Donc, non seulement il y a la déclaration de sous-traitance, mais il y a aussi tout un tas d'éléments d'un point de vue financier pour les maquettes à avoir. Donc la convention de sous-traitance, bien avoir les factures, le nom des stagiaires et pour qu'on puisse faire le lien entre l'activité sous-traitée et l'habilitation de service public. Contrairement au marché, où on peut être amené à payer directement. Exactement, c'est un peu différent d'un marché, mais ça vous le savez pour la plupart. Mais attention, c'est bien votre responsabilité qui reste engagée, même si vous avez recours à un sous-traitant vis-à-vis de la région en tout cas. Notamment sur le respect des obligations de service public.
En ce qui concerne les pénalités, il s'agit de l'article 16 de la Convention cadre. Donc, vous avez 3 types de pénalités différentes, celles qui sont liées à la programmation, donc notamment celle qui est relative à l'obligation d'un point d'entrée par trimestre et par session. Le non-respect de l'obligation entraîne une pénalité forfaitaire de 5 000 € par point d'entrée non programmé. La pénalité liée à la saisie manuelle des données de réalisation, vous avez l'obligation de saisir mensuellement les temps de formation stagiaire, formateur, accompagnement, restauration. Le non-respect persistant de cette obligation, c'est 0,5% du montant de compensation annuelle prévisionnelle en termes de pénalité. Enfin, les pénalités liées à la transmission des dossiers de rémunération. Vous devez respecter des délais dans la transmission des données des dossiers de rémunération. Vous pouvez vous reporter au règlement d'intervention. Le non-respect de l'obligation entraîne un maximum de 2% du montant de la compensation annuelle prévisionnelle. Et vous avez en dessous les montants de pénalité par dossier déposé hors délai. Entre 80 et 100% hors délai, c'est 300 €. Entre 50 et 79, 200. Entre 20 et 49, 100 €. Et moins de 20% hors délai, il n'y a pas de pénalité. Et nous vous rappelons que les pénalités sont déduites du montant de la compensation finale. Peut-être dire sur les pénalités qu'on est dans un système comme partout de graduation du suivi et du contrôle. Donc, quand on en arrive à la pénalité, c'est qu'en amont, on a été sur la pédagogie, sur l'accompagnement, et puis aussi sur une mise en demeure de se conformer à ce qui est attendu dans la convention. Donc, je le dis toujours, je le redirai à la fin, n'hésitez pas, quand vous avez l'impression de vous écarter de ce qui est attendu, de nous interpeller, de poser des questions avant d'en arriver à une situation où on sera amené à vous pénaliser, notamment, je pense, aux programmations. Voilà, avec des points réguliers avec les territoriaux, avec nos équipes, on ne doit pas arriver à des pénalités liées aux programmations. On doit avoir une certaine fluidité. On est capable d'entendre aussi des situations exceptionnelles. Donc voilà, il faut dialoguer le plus possible avec les services régionaux pour dire ce qui se passe dans la mise en œuvre du dispositif. On passe aux questions avant les contacts utiles. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions. Oui, je suis en train d'écrire. Par rapport à la double prescription possible dans Raphaël, c'est possible, mais le stagiaire ne peut pas avoir deux prescriptions en attente. Il faut en valider une pour pouvoir permettre une deuxième prescription sur un autre itinéraire. Après, il y avait 2 questions aussi pour Sophie. Et on monte sur le financier. Je ne les vois pas. Donc, si Je ne sais plus où elles sont parce qu'il y en a énormément de questions. Je suis désolée. Par rapport au ticket service, il y a un organisme qui disait qu'il n'aurait pas assez de tickets service, même en faisant que des demi-journées. D'accord. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet-là. Pour mémoire, on avait dans le cahier des charges, quand vous avez répondu, il était précisé que la simulation financière devait être élaborée sur la base d'un nombre de stagiaires qui seraient bénéficiaires de la restauration pour pouvoir assurer la comparaison égale des offres. Ceci étant dit, il est possible effectivement que pour certains, ça ne passe pas. Je vous invite à nous solliciter sur ce sujet. Néanmoins, on est sur deux éléments de réponse par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes sur une compensation HSP en euros 2027. Donc, si vous consommez pas la totalité de votre maquette, ce qui devrait être logique, puisque on est en euros 2027, la différence pourra être prise sur l'augmentation liée à la restauration pourra être prise sur cette marge qui sera dégagée. L'autre point de réponse aussi, c'est que le ticket service, c'est 8 €, c'est un maximum, et le recours au ticket service n'est pas non plus forcément une solution qui était imposée par la région. Vous pouvez aussi peut-être trouver des accords locaux avec des restaurateurs, avec des lycées sur vos territoires, avec l'AFPA, avec d'autres opérateurs qui ont des solutions de restauration qui sont peut-être en dessous de ce tarif de 8 € et qui pourraient permettre aussi de dégager des marges. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est
à nous solliciter tout de suite pour qu'on prenne note, et puis à refaire un point si au 30 juin, vous êtes toujours dans la même situation. D'accord? Et on verra avec vous comment on répond à votre problématique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'aimerais bien que la dame peut prendre la parole, ou la personne, le monsieur, je ne sais Oui, pas. c'est Cécile Vallée du Greta. Effectivement, je suis sur l'agence de Dordogne, et en Dordogne, en termes de mobilité, c'est parfois un peu compliqué de faire venir des personnes sur des demi-journées, puisque c'est la solution pour ne pas avoir à distribuer des tickets services. Au passage, c'est un tout petit peu regrettable d'avoir à planifier nos permanences en fonction de cette contrainte-là. Alors, on vous a pas demandé. Alors, je vous arrête tout de suite. On ne vous demande pas ça. Non, j'entends bien. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit il y avait d'autres solutions possibles, peut-être de restauration. Je vous ai dit qu'on verra au mois de juin si la situation se poursuit, enfin se réalise, parce que je vous dis que vous êtes en euro 2027. Donc, sur la convention 2025, il y a un petit peu de marge normalement. On va voir aussi si vous consommez la totalité de ce qui était prévu, parce que si vous avez des groupes qui sont, enfin, s'il y a des points d'entrée qui ne se font pas, enfin, peu importe, il y a un moment au niveau de la consommation. Vous avez bien compris, vous êtes comme moi dans la presse, vous lisez les difficultés. On ne va pas rajouter des crédits de manière automatique si ça passe dans les enveloppes existantes. Donc, on ne vous dit pas qu'on ne fera rien, on vous dit juste qu'on va gérer avec prudence, que c'est dans la communication qu'on va travailler avec vous. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est que, alors je ne connais pas votre territoire, mais peut-être qu'il y a un lycée presque proche de chez vous sur lequel oui, bien sûr, on a des établissements, oui. Eh bien, voilà, les tickets, le repas dans un lycée, il ne dépasse pas les 5 €. Et donc, ça peut être aussi des alternatives aux tickets service. Je rappelle, la région n'a pas imposé le recours aux tickets service. Ouais. Alors, alors oui, effectivement, on a des établissements, bien sûr, on est bien placé pour les solliciter au Greta. Parfois, 5 €, c'est encore trop pour un certain nombre de stagiaires. Par ailleurs, c'est très rassurant. Attendez, je ne comprends pas, parce que 5 €, sur les 5 €, il lui restera 1,50 €. Sur son ticket service, il lui restera 1,50 €. C'est transparent. Enfin, je veux dire, la part du stagiaire, elle est de 1,50 €, quelle que soit la solution qui est proposée. Donc, en fait, que ça, 5 € c'est trop, c'est pas possible. C'est 5 € et il y a toujours 1,50 € de la part de la personne. Et il y a un plat, entrée, plat, dessert, avec possibilité de se servir dans un lycée. Donc ça, c'est un argument que j'ai du mal, enfin, il faudra vous m'expliquer. Oui, non, mais effectivement, on a vu une note passer à ce sujet. En tout cas, ce qui est rassurant, et je voulais terminer là-dessus, c'est qu'effectivement, en toute transparence, on puisse communiquer avec vous sur ce sujet et sur les difficultés qu'on va rencontrer peut-être éventuellement au fil des mois qui vont à venir. Ça, Voilà. on Gardez à l'esprit, voilà, surtout dans un Greta, si vous êtes proche d'un lycée, la région, elle participe déjà par ses autres champs de compétences au financement de la restauration dans les lycées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà. D'accord. Et donc, c'est aussi ça qu'on va essayer de travailler avec vous, c'est à démultiplier les sources de restauration, enfin les modalités de restauration, quand c'est possible, bien sûr. Hein. Vous m'aurez dit que vous étiez en pleine campagne et qu'il n'y avait personne autour. Forcément, le ticket service, c'est la solution. Mais voilà. Mais ce n'est pas la seule solution. Et on l'a dit à beaucoup d'autres organismes sur ce sujet. Le ticket service n'a pas été dans le cahier des charges. Vous pouvez regarder, on vous demande une proposition de restauration. On ne vous demande pas d'utiliser le ticket service. Hein. D'accord. C'est très clair. Avant des questions plus récentes, il y en a une qui était un peu en amont, liée aux pénalités, qui disait que s'il n'y a pas de prescription sur un point d'entrée, est-ce qu'il y aura des pénalités? Donc la notion de pénalité liée au point d'entrée, elle est au fait de ne pas mettre en visibilité un point d'entrée. S'il y a mise en visibilité un point d'entrée et qui ne génère pas de prescription, il n'y a pas pénalité. C'est le fait de ne pas cadencer à minimum un point d'entrée par semaine. Je te laisse, Céline, je te laisse reprendre. Il y avait une autre question un peu pour Sophie. Comment justifie-t-on les heures RH dans la maquette financière pour l'accompagnement générique? Il n'y a pas de feuille d'émargement. C'est à cheval entre Sophie et David. C'est la pêche qui a posé la question. Vous m'avez déjà posé. Non, là non. C'est l'IREP.
Ce que et le groupement. à l'appel, du coup, c'est de vous utiliser, parce que là, on est dans le cas de figure où ce n'est pas le formateur qui fait l'accompagnement générique et que c'est un personnel particulier. Dans ce cas-là, ce qu'on a répondu à l'autre organisme, c'est d'utiliser la feuille d'émargement qui existe déjà pour l'accompagnement renforcé. Et dans ce cas-là, vous l'adaptez à l'accompagnement générique et vous nous fournirez ces documents-là. Est-ce que c'est clair? Parce que je ne vois pas, je sais, voilà, la personne me dit si ça répond à ça, elle l'écrit ou elle répond, elle me dit que c'est bon pour elle. Merci. Est-ce que je C'est peux bon? intervenir? Allez-y. Vous voulez bien vous présenter parce que Oui. Alors, je suis désolée, mais depuis tout à l'heure, je suis un peu frustrée parce que je ne peux pas vous écrire et quand je lève la main, ça ne marche pas non plus. Donc, je suis Marie-Cécile Rouillet et je suis donc du Greta, et notamment sur les sites de Lormont, Ivrac et La Trède. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui ont été posées là-dessus concernant les parcours concomitants. Effectivement, nous avons été alertés par France Travail sur le fait que, alors au niveau d'Aquitaine Cap Métier, ça marche. Je suis d'accord qu'on peut prescrire 2 parcours concomitants, mais par contre, il va y avoir des problèmes de rémunération apparemment, puisque Keros ne sait pas prêter ce type de parcours. Donc, je pense que c'est important. Cette question a été posée lors du premier webinaire qui a eu lieu sur la rive droite, là, mais je pense que c'est important que vous puissiez vous saisir de cette question-là rapidement parce que ça va effectivement bloquer un petit peu le système si cette question-là n'est pas levée. Et aussi, tout de suite après, la rémunération, quid à partir du moment où la personne va faire, par exemple, 150 heures, mais en cumulant 2 itinéraires, est-ce que le dossier de rémunération pourra être traité correctement ou est-ce que ça risque de bloquer? Voilà, on voulait vous apporter ces points d'alerte-là qui sont déjà remontés, quoi. Omer, tu es connecté? Tu peux prendre la question à tout le moins? On va la prendre, la question, à moins que, David, je pense qu'il vaut mieux qu'on réponde en lien avec Omer. Oui, on l'a déjà abordé, mais je voudrais qu'on apporte une réponse très précise. On travaille sur justement le fait qu'il y ait 2 itinéraires, enfin 2 parcours qui cohabitent pour une personne, que ce soit le plus simple possible en termes de rémunération et le plus sécurisant possible, mais on vous apportera la réponse précise. On a une séance de travail prévue fin de semaine à ce sujet-là. Il s'étendra peut-être en début de semaine prochaine et on pourra vous apporter des réponses assez précises justement par rapport à cette prise en charge de la rémunération. On l'a abordé mardi et on va répondre. D'accord. Et excusez-moi, tant que j'ai la parole, sur l'itinéraire 4, je voulais revenir sur les problématiques qui avaient été soulevées aussi avec les 2 modules, la notion les 2 modules. Si j'ai bien compris ce que vous dites, à partir du moment où le formateur est polyvalent et peut répondre à la fois en maths, français et en anglais, la fongibilité des heures sur ces 2 modules est possible. Mais si on a des formateurs effectivement spécifiques pour les 3 domaines que je viens de citer, c'est pas possible. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est pas la bonne interprétation? Je reprécise, à partir du moment où vous avez un formateur qui est compétent, en fait, qui a la double casquette et qui peut faire les 2 modules, vous n'avez besoin, pour démarrer l'itinéraire 4, vous pouvez le démarrer qu'avec 4 stagiaires, c'est-à-dire éventuellement 2 et 2, par exemple, au niveau des modules. Okay. En revanche, si vous n'avez pas cette double casquette au niveau du formateur, vous devez démarrer chaque module avec 4 stagiaires, mais vous n'êtes pas obligé de les faire en même temps. Vous pouvez faire un module avec 4 stagiaires. Mais ce n'est pas ma question en fait. Non, ma question, c'est la fongibilité des 2 modules. La fongibilité n'est pas possible. Il n'y en a pas dans tous les cas. Il n'y en a pas. Dans tous les cas, il n'y a pas de fongibilité. Okay. D'accord. Il n'y a pas de fongibilité sur l'itinéraire 4 dans tous les modules. Ok, merci. Céline, est-ce qu'il y avait d'autres, je suppose il y a d'autres questions? Il y avait des mains levées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont levé la main et pour lesquelles Madame Vallée, par exemple, qui voudrait… Oui, je vous remercie de me redonner la parole. Au-delà des questions, je souhaitais faire une remarque sur la gestion des points d'entrée, enfin la gestion qui va être celle des organismes de formation.
Alors, contractuellement, on a bien compris, hein, à chaque point d'entrée obligatoire, c'est-à-dire à minima trimestriel, il faut rentrer à minima 4 personnes et 2 sur l'itinéraire 1. Cependant, au-delà de cette contractualisation, est-ce qu'il sera possible d'envisager cette complexité, puisque après le premier point d'entrée, si, imaginons, on a ouvert à 8 places, ça veut dire qu'on a un groupe constitué. Il y a peut-être 2 usagers qui vont quitter le dispositif et il va falloir rentrer de nouveau 4 personnes au point d'entrée suivant. Sera-t-il envisageable à un moment donné, peut-être pour fluidifier aussi l'entrée des stagiaires, au-delà des points d'entrée bis, hein, est-ce qu'il serait possible d'envisager que si on n'a que 3 prescriptions au lieu de 4, en sachant qu'il y a déjà un groupe constitué avec 8, 9, 10 personnes, est-ce qu'il sera possible éventuellement d'envisager d'assouplir le système de manière à ce qu'on puisse faire entrer ces 3 usagers alors qu'ils ne seront pas 4, de manière à rendre les entrées-sorties des peut-être plus faciles et plus souples en termes de planification. Parce que là, une fois un point d'entrée bis fait avec, par exemple, une entrée de 2 personnes, on a bien compris que là, le nombre minimum n'est pas appliqué. Il faut tout de même garder de la place pour la prochaine session, le prochain point d'entrée qui nous impose d'entrer 4 personnes. Le risque, et ça, j'imagine que vous l'avez bien compris, c'est qu'on se retrouve avec des groupes très, très importants pour les itinéraires où les stagiaires resteraient une année, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, c'est un problème qu'on commence à sentir venir rapidement en termes de planification. David, tu veux... Alors, en l'état actuel des choses, je suis désolé, mais la réponse, elle est liée à l'écriture de la convention cadre. Et la convention cadre, à ce niveau-là, est extrêmement précise. Il n'y a pas de souplesse aujourd'hui qui est envisagée. Vous avez 4 points d'entrée, un point d'entrée par trimestre avec un minimum de 4 stagiaires par point d'entrée pour les itinéraires 2, 3 et 4 et 2 stagiaires pour l'itinéraire 1. Les souplesses qui sont apportées par les points d'entrée bis sont des souplesses de fonctionnement, mais vous êtes dans l'obligation, une fois par trimestre à minima, de prévoir un point d'entrée avec 4 stagiaires minimum. Et il n'y a pas actuellement d'autres écritures et d'autres interprétations possibles que ce qui est proposé là. Excusez-moi, David, est-ce que je peux en profiter pour rebondir? Les points d'entrée 2, quand est-ce que vous souhaitez qu'ils soient publiés? Pour l'instant, nous avons publié les points d'entrée 1. Ben, vous le faites quand vous pouvez le faire. Certains organismes l'ont déjà fait. Vous pouvez déjà le faire. Hein. Oui. Pour rebondir, peut-être dire que ce qui est de plus en plus attendu de la part de la région, c'est la visibilité au semestre suivant. Donc, n'hésitez pas, là, à produire rapidement le deuxième point d'entrée. Et puis, avant l'été, je pense qu'il faut donner à lire les 2 éventuels points d'entrée du second semestre. C'est bien aussi pour les prescripteurs, je pense, de voir chaque fois un semestre glissant. Oui, donc on peut vous mettre tous les points d'entrée si on les a prévus sur l'année dès à présent. Alors, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, j'allais rebondir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que cette visibilité, comme dit David, elle vaut peut-être surtout sur l'HSP premier niveau, mais c'est important parce que par rapport à la complétude des sessions, c'est aussi, nous, on a une action aussi auprès des prescripteurs de France Travail en particulier, puisque la notion du public prioritaire et notamment du public prioritaire des HSP, elle est toujours plus forte et elle est au cœur quand même aussi du pacte qu'on a signé avec l'État. Donc, si vous avez des problèmes à remplir, c'est bien d'avoir la visibilité parce que nous, on la donne même prévisionnelle alors, si c'est saisi, c'est encore mieux, mais prévisionnel aux prescripteurs, quoi. Je crois que ça, c'est un point important parce que nos collègues territoriaux, ils peuvent s'exprimer. D'ailleurs, en local, ils ont eux aussi, ils travaillent à ce que vous puissiez vous puissiez sourcer le plus possible. Et aujourd'hui, on a des accords au niveau de la région sur certaines zones avec France Travail pour qu'on puisse mieux adresser les publics prioritaires.
c'est quand même un des enjeux peut-être plus forts que lors de la première HSP sur cette question aussi d'avoir des sessions qui se remplissent. J'aime pas trop ce terme, mais j'en vois pas d'autres. Et qu'on puisse travailler, que vous puissiez travailler en local avec nos collègues des territoires et que nous avons, eux, après, travaillent aussi avec les prescripteurs dans un cadre qui, lui, est plus régional où chacun s'est engagé aussi à mieux capter et mieux sourcer ces publics dits prioritaires. Si je peux me permettre, il y avait une autre question sur la notion de territoriale. Quand on a des prescriptions qui ne relèvent pas du territoire de notre lot, est-ce que nous devons les refuser sans réfléchir? Quelle position vous souhaitez que nous ayons par rapport à ça? Moi, peut-être. Des prescriptions qui ne relèvent pas de votre lot. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont sur un autre territoire, par exemple. Moi, je suis sur la rive droite et si elles arrivent de la rive gauche, il faut les refuser pour que, il faut les refuser pour que le prescripteur oui. puisse refaire sa Ok. prescription sur le bon lot. Après, Ok. vous pouvez prendre contact avec le prescripteur en disant Oui, bien que sûr, voilà, qu'il bien s'est sûr. trompé, mais voilà. Ok. En fait, les prescriptions ne doivent pas rester en statut en attente dans Oui, rappel, c'est parce ça. que si elles sont en attente, elles vont Mm. basculer sur un prochain point d'entrée et elles vont vous prendre les places du point d'entrée suivant. Il faut Oui, qu'elles Céline, ça, on soient a bien soit entendu, validées, retenues ou il y non a- retenues. Ouais, mais ça, on a bien entendu, mais ça va être compliqué véritablement pour nous. Vous allez le voir, hein, les points d'entrée, les points d'entrée bis sur le premier niveau de qualif pour le gérer depuis pas mal de temps, c'est pas simple. Pour l'HSP socle, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Ce que vous venez d'indiquer là, en théorie, effectivement, c'est comme ça. En pratique, si on doit avoir traité toutes les prescriptions, c'est-à-dire les avoir refusées ou acceptées avant la date du point d'entrée, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire administrativement parlant, mais pas pédagogiquement parlant. Donc ça veut dire qu'après, c'est vrai que si on avait eu les 10 jours dont on parlait depuis le départ pour effectivement valider définitivement l'inscription la prescription, c'était effectivement, ça nous permettait de prendre en compte l'aspect aussi pédagogique. Là, on va être obligé, pour tenir compte de ce que vous nous demandez, de suite pour voilà, qu'il n'y ait pas de souci, avant la date du point d'entrée, sans forcément avoir vu les personnes, parce que vous êtes d'accord qu'on va convoquer une personne une première fois, mais qu'elle ne vient pas toujours du premier coup, donc du coup, on la reconvoque une seconde fois. Si on n'a pas cette souplesse-là qui était prévue de 10 jours, ça va nous obliger à valider quasiment toutes les personnes et à traiter ensuite des situations où les personnes ne rentreront pas en formation et on va vous demander des points d'entrée bis pour combler les places non pourvues. Effectivement, c'est ce qui est attendu de la notion de point d'entrée bis. C'est au moment où vous démarrez, tout le monde, effectivement, n'est pas forcément à la bonne place au bon moment. Donc, il y a des gens qui ne vont pas rester. Il faut régénérer des capacités à prescrire par le point d'entrée bis. Vous allez être Moi, un peu débordé sur les points d'entrée bis, je pense. Je rebondis sur, d'abord, il faut laisser vivre un peu ce dispositif. Je rebondis sur la proposition qui a été faite tout à l'heure là, de webinaire thématique. Et je pense qu'il est important, alors même au-delà du webinaire, donc, il y a une partie webinaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi de compréhension. Hein, donc ça, c'est une chose. Mais il peut y avoir aussi peut-être une visio avec un peu plus d'interaction pour voir ces questions-là et les décortiquer un peu plus. Là, je laisse les collègues choisir la meilleure formule, mais je pense que c'est important d'approfondir ce point avec toutes les parties prenantes, hein, d'approfondir cette question et de mieux expliquer cette question des points d'entrée. Je le demande aux collègues là. Oui, on va faire des propositions. Oui. Et, je suis assez d'accord avec vous, Florence, il faut laisser le temps au dispositif de vivre. Ouais. Une question. Peut-être que madame, là, des prescriptions, c'est peut-être aussi le travail avec les prescripteurs quand tout le monde aura pris ses marques, il y aura peut-être moins de personnes qui seront positionnées, qui ne devront pas l'être. Enfin, voilà. On va laisser le dispositif vivre encore quelques mois pour voir effectivement comment ça évolue sur la durée.
Donc là, on est à une échelle régionale hein, parce que c'était le souhait d'avoir cette présentation qui n'avait pas été faite pour l'HSP, d'ailleurs, premier niveau de qualification, hein, parce qu'on n'a pas pu le faire, mais donc de bien le faire, parce que c'est quand même déjà un premier panorama. On a bien conscience que c'est beaucoup d'informations en même temps. Enfin, déjà, le webinaire a été enregistré. En plus, vous allez avoir le PowerPoint. Et après, je rappelle que nous avons nos collègues territoriaux, ils sont pour un certain nombre présents là aussi, qui sont après, il faut individualiser et discuter au niveau local. Et là, je rebondis aussi sur ce que dit Sophie Biojou, travailler en local avec les prescripteurs. Il y a eu des réunions de lancement pour certains lots, donc je crois que c'est aussi important. Nous, notre enjeu aujourd'hui, il était aussi, et on voit combien c'est important au vu du nombre de questions que vous avez posées, déjà de bien comprendre ce qui a été écrit dans nos conventions cadres, dans nos conventions subséquentes et dans notre cahier des charges. Ça, c'était la première étape et c'était l'ambition d'aujourd'hui sur un dispositif aussi important qui emporte autant de millions et qui emporte autant d'enjeux pour les publics qui sont prioritaires. Et après, effectivement, là maintenant que ce cadre il est reposé, il faut qu'on rentre à la fois à l'échelon territorial, parce que chaque territoire ne se vaut pas, les situations ne sont pas les mêmes, et puis qu'on remonte quand même pour approfondir les questionnements. On va rebondir, ça c'est très bien, toute cette liste de questions que nous avez posées. David Raymond disait on va peut-être en faire une base de foire aux questions, enfin de réponses, et puis d'organiser au moins ce webinaire sur les points d'entrée pour approfondir. C'est très important. On est à l'aube quand même d'un dispositif qui va vivre 3 ans. Donc voilà, je crois que c'est ça aussi, c'était ça aussi l'enjeu d'aujourd'hui. Et on a bien, je crois qu'on a une bonne visibilité. Là, je parle sous couvert des collègues de toutes les questions qui restent encore à peut-être mieux expliquer. Hein. Je vois une question. Sophie. Le minima de 4 personnes pour démarrer les itinéraires en grande ruralité. Je parle sous contrôle de mes collègues, mais ça n'existe plus dans la nouvelle convention. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de notion. Non. Ça n'existe pas. Non. Là. Ça existait dans la HSP précédente. Ça n'est plus d'actualité dans la nouvelle HSP. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ça ne peut pas évoluer dans le sens… Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez que ça soit remis ou si c'est que vous vouliez que ça soit étendu. En tout cas, Non, peut-être abaisser la question, je pense, c'est abaisser le nombre de personnes pour démarrer l'itinéraire. Je le comprends comme ça, mais il n'y a pas de distinction en fait au départ. Peut-être que si la personne qui a posé la question… Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Sophie Gaillard pour l'APP de Lusignan. Du coup, nous intervenons sur des territoires en grande ruralité, donc 2 communes à moins de 5000 habitants. Et nous avons pas mal de prescriptions, mais c'est impossible en état de constituer le moindre groupe puisque nous n'avons pas le minimum de 4 personnes. Et je crains que ce minima de 4 personnes dans les campagnes très rurales nous mette en danger et crée surtout de l'attente pour les personnes. Donc, ma question, c'était est-ce que cette règle de mini 4 est susceptible d'évoluer pour nous permettre de commencer à travailler en direction des publics? Ce n'est pas envisagé. On a vraiment pris en compte la précédente habilitation, le nombre de parcours qu'il y a eu. Ouais. Puis je dis souvent en interne, un dispositif qui génère moins de 4 entrées, c'est la réponse, elle est plus collective, elle est individuelle. Donc, Oui, alors après, ce qu'il était possible de faire sous la précédente HSP, c'était de mixer un peu les publics pour pouvoir fonctionner, quoi. Ça, c'était possible. Écoutez, faites remonter votre… envoyez-nous un mail aujourd'hui, on va voir, mais c'est vrai qu'on est sur un dispositif collectif. Hein.
Oui, mais c'est pas le problème. Je remets pas en question. C'est juste pour le démarrage, quoi. Effectivement, les effectifs ils vont augmenter, mais réunir 4 personnes minimum sur un itinéraire à la campagne. Enfin, je sais pas si je suis la seule, mais je pense que c'est compliqué. Ça reste. Il était fixé quand votre point d'entrée là? Vous l'avez reporté déjà ou pas? Oui, on l'a déjà reporté, bien sûr. Et on va recréer un nouveau point d'entrée avant février. On est obligé parce que après, les personnes qu'on a accueillies sont en attente. Je me tourne vers nos collègues territoriaux. Là, il y a possibilité peut-être d'avoir provoqué un rendez-vous. Et puis, oui, il y a peut-être déjà une réunion aussi avec les prescripteurs locaux. Oui. On va peut-être analyser le problème de façon plus globale, là, hein, sur le territoire. Oui, en effet, on en a discuté. C'est Geneviève de la date dans la Vienne. Ah, merci, Geneviève. On s'est vu hier avec Sophie pour un comité de lancement. Je sais que le groupement a rencontré des réseaux de prescripteurs ou de relais sur les territoires. Et c'est vrai que c'est ce que dit Sophie est partagé en gros par les organismes qui interviennent en milieu rural. Surtout là pour démarrer. Le problème, c'est qu'on est un peu entre le fait que 4, c'est vrai que c'est peu pour démarrer une action collective. Donc descendre en dessous, ça nous pose question, bien sûr. Mais en même temps, si les candidatures arrivent au compte-gouttes, il y a des personnes qui attendent, mais que l'on perd au fur et à mesure qu'on en récupère une. Aujourd'hui, elle est là, la situation sur certains territoires, c'est ce qui est un peu critique, quoi. On fait attendre des personnes. On va reprendre ce sujet. On va se coordonner après. Là, c'est des questions de mise en route avec nos collègues des territoires. Mais on ne peut pas régler, je suis désolée, hein, on prend note, madame, de votre question, mais c'est vrai que ce n'est pas le lieu pour régler là, des problèmes comme cela, même s'ils peuvent se produire dans d'autres territoires. Donc, on va reprendre cette question, mais on ne peut pas vous répondre comme ça à cette situation-là. J'en suis désolée, mais ça mérite quand même effectivement de regarder de près et voilà, pas que sur le territoire de Lusignan. Peut-être finir par les contacts utiles. Oui. Donc effectivement, la slide suivante, on vous rappelle, mais comme je l'ai dit, le document vous l'aurez, mais on vous rappelle qu'il y a plusieurs types de contacts utiles. Alors, je ne sais pas qui a la main sur la présentation. Donc bien évidemment, Geneviève vient de prendre la parole. En premier lieu, il vous faut vous rapprocher des collègues territoriaux. Donc pour l'action territoriale, vous connaissez, il y a des adresses génériques par département qui sont toutes constituées de action territoriale FE, le numéro de département @nouvelle-aquitaine.fr. Après, vous avez sur la partie pédagogique mes collègues David et Céline. On a une adresse générique qui s'appelle hsp-socle @parisnouvelle-aquitaine.fr. Du côté de Sophie, toute son équipe peut être mobilisée au travers de l'adresse hsp.financier. Vous avez le nom des interlocuteurs. On a parlé aussi de la rémunération. Je pense pour certains, vous avez déjà l'habitude, il y a aussi une adresse générique de la rémunération. Et enfin, vous dire que de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en cas de problème, de question, vous pensez que vous n'êtes pas dans les clous de la convention, que vous êtes en train de vous en éloigner, n'hésitez pas à contacter les services de la région pour qu'on soit informé et qu'on puisse, dans la mesure du possible, répondre à vos besoins éventuellement de modification, mais en restant dans le cadre contractuel qui est fixé. Et enfin, en dernier rappel, dire qu'on l'a dit, pour le logiciel EOS, s'il y a des soucis techniques, il faut générer une question via la plateforme Aladdin. Mais aussi, dans les prochains jours, on va vous proposer des temps d'information, de formation pour l'appropriation de ce logiciel EOS pour ceux qui ne le maîtrisent pas, en complément des fameux webinaires plus thématiques qu'on va aussi vous proposer sur les publics, la prescription des points d'entrée.
Peut-être sur les webinaires thématiques, on a bien identifié celui qui relève des points d'entrée. Si vous pouvez nous citer peut-être là dans la conversation les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, de manière à ce qu'on identifie bien vos sites de difficultés, pour qu'on puisse nous les prioriser et voir comment on y répond. Et du coup, oui, et du coup, là, on a pas mal, je vois qu'il y a eu, sur ces histoires de points d'entrée, de nombre de personnes, de prescriptions, il y a eu déjà pas mal il y a d'autres personnes qui ont réagi, donc on se réserve là, avec nos collègues territoriaux de faire une petite analyse en local sur un certain nombre de cas caractéristiques pour voir exactement quel est l'état de la situation. Et après, on verra aussi avec nos collègues de France Travail, entre autres, sur toutes ces problématiques de prescription. Alors, je vois que la dernière intervention demande si, en amont d'un prochain échange, on peut transmettre des questions. Ben, je pense que comme on l'a fait aujourd'hui, et certains avaient transmis en amont, à chaque fois, effectivement, on vous dira, par retour mail, de nous dire les questions précises que vous avez sur la thématique qu'on choisira, pour effectivement qu'on puisse au maximum préparer les réponses. Mais oui. On n'avait pas reçu autant de questions que ça suite à notre appel. Oui, on vous avait... Non. Donc... Maintenant levé, je vois. Peut-être est-ce qu'on peut prendre ces deux interventions, je vois. Oui. Bonjour, Karine Tudal de la Ligue de l'enseignement de la Dordogne. Vous aviez parlé tout à l'heure en début de notre rencontre de la possibilité de faire une fac, une foire aux questions un petit peu permanente. Est-ce que c'est toujours d'actualité au-delà des réponses individuelles ou personnelles qu'on pourrait avoir avec nos collègues, vos collègues territoriaux et des questions éventuellement financières ou de gestion de conventions avec vous? Je trouve que ça serait bien qu'on ait une fac un peu permanente, où on pourrait avoir systématiquement des réponses globales, parce que les collègues de Charente ou de Gironde peuvent avoir les mêmes questionnements que nous. Est-ce que c'est possible, ça? Merci. Oui, on va le structurer. Après, sous quel délai, on vous tiendra informé. On a déjà du matériau, même nous en interne. Il y a des questions forcément qu'on s'est posées avec les territoriaux. Donc, on a déjà plus ou moins le système de questions-réponses interne. Mais maintenant, on va passer à l'élargissement à l'externe. Merci. Après, on aura peut-être deux approches différentes entre le financier, parce que sur le financier, c'est parfois très, très différent d'un organisme à l'autre, de son statut, de sa maquette. Donc, moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est vous avez une adresse mail, hsp.financier@nouvelle-aquitaine.fr. Vous envoyez vos questions systématiquement. On est là pour ça, pour vous répondre, on est là pour vous accompagner. Donc, il ne faut pas hésiter à poser la question. Si vous ne posez pas la question, c'est sûr qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, il est préférable d'attendre, il est préférable de faire votre mail, même si la question vous paraît, vous paraît anodine, faites la question, on vous répondra. D'accord? Au besoin, même, on rappelle chez les collègues, quand on ne comprend pas forcément, voilà, on appelle. Donc, faites. Donc, je suis désolée, notre vice-présidente, elle n'a pas pu se connecter, elle a des problèmes de connexion là où elle est. Donc, je crois qu'elle n'est pas satisfaite, donc elle vous prie de l'excuser. Moi, je vais simplement vous dire que ce que je retiens, c'est quand même un gros besoin d'explicitation et d'information. Donc, quant à tout ce que vous avez aussi exprimé là sur les difficultés de remplissage, on ne les mésestime pas, mais il faut qu'on laisse quand même un peu vivre le dispositif. Et nous, il faut aussi qu'on prenne notre part, et là je m'adresse à mes collègues des territoires aussi, de travail en local avec les prescripteurs. Eux aussi, on est en phase de démarrage de cette nouvelle HSP. Ce que je retiens aussi, c'est que donc on va, nous, enclencher au moins un webinaire sur les points d'entrée, ça c'est sûr. Et puis, une fac, comme l'a dit David, qui permettra au long cours de retrouver des réponses partagées
et de mutualiser finalement à la fois les questions et les réponses pour que chacun en tire profit. Ce que je voulais aussi dire, ce que la BP vous aurait annoncé, c'est qu'on prévoit un séminaire plutôt en mai, début juin, sachant qu'en mai, il y a toujours des périodes de pont. Mais là, ce serait un séminaire sur une journée en multipoints, c'est-à-dire sur les 3 sites, avec une partie plénière et une partie atelier, pour rentrer aussi plus dans vos difficultés ou dans vos problématiques, parce que tout n'est pas difficile, mais ça peut être complexe, dans les administratives, et puis pour préparer aussi tout ce qui est documents financiers. Donc là, ça sera, encore une fois, on vous préparera, on vous donnera suffisamment en avance, puis on verra aussi quelles sont les thématiques à traiter en atelier, et de façon aussi à ce que puissent participer les bonnes personnes dans ces journées qui sont directement concernées, que ce soit sur la partie administrative, financière, et je pense qu'on reviendra aussi sur cette question des points d'entrée et du travail en local avec les prescripteurs. Voilà, je voulais donc vous remercier toutes et tous de vous être connectés. Je pense qu'il y a sans doute de la frustration parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Bon, on le savait d'avance et je pense que vous le saviez d'avance. Et je pense que ce n'est que le début d'une collaboration à instaurer, y compris sur aussi la formation, parce que vous avez souvent des changements dans vos équipes. Donc là encore, c'est un point de vigilance qu'il faut qu'on ait en commun. Quand il y a des changements dans vos équipes, il faut qu'ensemble, on puisse trouver la façon qu'il y ait comment on dit, un tuilage toujours, hein, avec les exigences de la région, et qu'on puisse informer toujours les bonnes personnes qui travaillent sur l'HSP. Je voudrais aussi remercier les équipes de la région qui ont préparé ce webinaire, qui ont aussi assuré en amont le renouvellement. Soyez assurés que les personnes autour de l'écran, plus toutes celles et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui travaillent aussi, sont mobilisés, j'allais dire motivés, mais elles le sont aussi. C'est mobilisé et motivé pour que cette nouvelle HSP réussisse. Je vous rappelle que l'ancienne, alors David, tu me reprends si je dis une bêtise, mais on était entre 6 et 7 000 personnes, peut-être même un peu plus, stagiaires formés par an. Même plus. Oui, c'est plus que ça, oui. Je pense que je suis bien, c'est plutôt 10 à 12 000, j'ai toujours un doute. Mais donc voilà, on a aussi cet enjeu qu'on partage, je le sais, hein, de toucher des publics qui en ont besoin. Et grâce à ce dispositif, hein, qui est un dispositif complémentaire dans la palette des dispositifs que la région propose aujourd'hui aux demandeurs d'emploi, et notamment aux demandeurs d'emploi les plus en difficulté d'accès à la formation et à l'emploi, c'est quand même un tremplin pour accéder souvent après à une qualification et donc à l'emploi, voire à l'emploi directement pour certaines personnes. Donc voilà, merci en tous les cas à toutes et tous. Bon courage pour la suite, et puis ce n'est qu'un début de collaboration avec vous, bien entendu. Voilà, c'est le point de départ. Il en fallait un. Nous sommes le 15 janvier et à l'échelle, les HSP ont été notifiés au mois de novembre. L'HSP SOC, pardon. Voilà, merci encore. À très vite. Merci. Merci à vous.